Salut, c'est Olive. Il y a quelques jours c'était la rentrée, donc moi je suis plus concernée parce que j'ai fini mes études, mais j'ai pensé à tous ceux qui sont rentrés au collège, au lycée ou à la fac, et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur un top 5 des livres que j'ai découverts grâce à l'université. Donc cette vidéo sera en deux parties, la première sur mes années de licence et la deuxième sur mes années de master. On commence tout de suite avec mes années de licence. On commence avec une pièce de théâtre, Salomé d'Oscar Wilde aux éditions G.F. Flammarion. Il faut savoir que Oscar Wilde s'est inspiré du mythe biblique de Salomé pour écrire sa pièce. L'histoire se déroule dans le palais d'Hérode, tétrarque de Judée, autrement dit gouverneur pour les Romains. Un beau jour, le prophète Yochanan débarque, et ça plaît pas à tout le monde. Voilà, parce que Yochanan est prophète pour une religion qui n'est pas la même que celle des Romains, mais surtout parce que sa venue pose de nombreuses questions. On se demande s'il n'est qu'un seul prophète qui vient prêcher la bonne parole, ou s'il ne serait pas par hasard la réincarnation du prophète Élie. Dans tous les cas, cette venue inquiète un peu Hérode, qui se demande pourquoi le prophète est venu ici, en fait. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Est-ce qu'il est là pour une prophétie? Est-ce qu'il est là pour une raison un peu plus mystérieuse? Et surtout, Hérode s'inquiète pour son trône. Voilà, il a le pouvoir, il aimerait bien le garder, et au cas où, voilà, histoire d'être vraiment prudent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il enferme Yochanan. Voilà. Il le met derrière les barreaux, comme ça, il est tranquille, il n'y a plus de problème. Le souci, c'est qu'Hérode, il a une belle fille, la princesse Salomé, qui elle est totalement fascinée par Yochanan. Elle le harcèle, elle cherche sans arrêt à l'approcher, et surtout, elle est omnubilée par cet homme. Voilà, et omnubilée à un tel point qu'elle va devenir légèrement psychotique, puisqu'elle va demander sa tête à Hérode. Donc là, la question se pose, est-ce qu'Hérode va finalement tuer Yochanan pour être tranquille définitivement, ou est-ce qu'il va être un peu plus raisonnable et le garder en prison et donc le garder en vie? Donc l'écriture d'Oscar Wilde est très belle, c'est très poétique du début jusqu'à la fin, et surtout on a une véritable ambiance nocturne qui prend de l'ampleur en fait, puisque la plupart du temps la pièce se déroule pendant la nuit, et donc on a vraiment cette ambiance nocturne, presque ce silence nocturne qui donne un côté très poétique à la pièce. On a également la fascination de Salomé qui est très intéressante à étudier. D'abord parce que c'est une fascination malsaine, puisqu'elle poussera Salomé jusqu'à la folie, jusqu'au meurtre, mais aussi parce qu'on est comme emporté par cette fascination. On a très envie de voir jusqu'où cette fascination ira, et c'est un déluge d'émotions de plus en plus fort qui nous emporte fortement, forcément aussi, et donc c'est tout simplement un plaisir de lecture. Il y a le moto qui passe. Il y a le fucking moto qui passe sous ma fenêtre. On continue avec le théâtre avec la pièce Médée d'Euripide aux éditions Librio. Donc c'est une pièce qui date, puisqu'elle a été écrite en -5 avant Jésus-Christ, et c'est un classique qui reprend le mythe des Argonautes avec les personnages de Jason et de Médée. Donc, qui est Médée? Médée est une magicienne qui a aidé Jason à récupérer la toison d'or lors du voyage des Argonautes. Il se trouve que Médée et Jason se placent bien, et finalement, ils partent vivre ensemble tous les deux à Corinthe en Grèce, et ils auront même 2 enfants. Le problème, c'est que Médée ne se plaît pas à Corinthe. C'est vraiment l'étrangère, c'est la femme magicienne mystérieuse qu'il ne faut pas trop approcher, on sait jamais, elle est peut-être dangereuse, et surtout, son pays natal lui manque, les coutumes, la religion de son pays lui manque, et elle est totalement abandonnée, laissée vraiment seule à Corinthe, et elle s'y fait pas du tout. Surtout que Jason, lui, il a des vues sur la fille du roi Créon de Corinthe, et il aimerait bien abandonner Médée et ses enfants pour avoir la possibilité de faire un nouveau mariage. Donc évidemment, ça plaît pas trop à Médée, et ça lui plaît tellement pas qu'elle ira jusqu'à tuer la fille du roi, et même jusqu'à tuer les 2 enfants qu'elle a eus avec Jason. Donc c'est terrifiant, voilà, c'est sinistre du début jusqu'à la fin, je vous préviens tout de suite. C'est pas pour les âmes sensibles, mais c'est très beau. C'est un classique du genre, donc c'est forcément écrit avec un langage, un vocabulaire pas très actuel, on va dire. Mais voilà, c'est magnifique, c'est de la poésie pure, on ressent toutes les émotions que peut ressentir Médée, je vous conseille de le lire, bien évidemment, mais je vous conseille également de voir une adaptation au théâtre. On peut les louer maintenant dans les bibliothèques, c'est magnifique, et je vous conseille très fortement de voir l'adaptation avec Isabelle Huppert dans le rôle de Médée, qui est juste glaçante au possible, qui est magnifique.
terrifiante et magistrale et voilà, et vraiment c'est un coup de cœur. S'il faut lire une pièce de théâtre antique, je vous conseille celle-là. On change totalement d'univers avec le procès de Kafka aux éditions GF Flammarion. Donc Kafka, généralement, on le rencontre au collège ou au lycée avec La Métamorphose, cette histoire d'un homme qui se transforme en insecte. Et ici, c'est tout aussi perturbant, dérangeant et déroutant que possible. On rencontre Joseph K., un homme lambda qui, un beau matin, est accusé et arrêté pour un crime qu'il n'a jamais commis. Bien qu'accusé et arrêté, Joseph K. est pourtant libre de circuler où il veut, et surtout, il peut plaider sa cause lui-même devant un tribunal qui finalement ne l'écoute pas. Joseph K. va se poser beaucoup de questions parce qu'il ne sait pas par qui il est accusé, il ne sait pas pourquoi il est accusé. Lui, il se sait innocent, mais finalement, s'il est accusé, c'est qu'il y a bien quelque chose. Ce crime dont on l'accuse le perturbe tellement qu'il finit par se demander lui-même s'il est véritablement innocent. Joseph K. va alors essayer de trouver de l'aide pour plaider sa cause et va rencontrer un grand nombre de personnages tout aussi étranges les uns que les autres. On a ici un livre très kafkaïen, c'est le cas de le dire. On a un style, une écriture très particulière. On a plusieurs chapitres qui se suivent et qui ont une ambiance assez étrange, même assez étouffante. Par exemple, lorsque Joseph K. va voir l'administration pour tenter de plaider sa cause, il va découvrir un dédale de couloirs, et plus ça va aller, et plus il se sentira mal. Et le lecteur se sent mal en même temps. Voilà, on a véritablement une sorte de descente aux enfers, avec la complication de la loi, avec cette situation qui ne s'arrange pas pour Joseph K. Et plus la lecture avance, et plus le malaise est grandissant, en fait. Et c'est justement ce qui est intéressant avec ce livre. Le malaise est de plus en plus prenant, évidemment, et aussi parce qu'il nous pousse à remettre le personnage principal sans arrêt en question. La société dans laquelle il vit, puisque apparemment le cas de Joseph K. n'est pas unique. Plusieurs ont été accusés comme ça, sans réelle raison, et plusieurs tentent désespérément de prouver leur innocence. Le procès, c'est un peu comme un rêve qui n'a ni queue ni tête. Voilà, et c'est plein d'hypothèses qui se suivent, et finalement, on essaye d'aboutir à quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc c'est en cela que c'est vraiment une lecture très intéressante, très prenante, et que c'est un très bon livre que je conseille. On continue dans le roman avec Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain aux éditions Zulma. Donc les éditions Zulma, je ne les connaissais pas du tout avant d'entrer à la fac, et finalement les quelques livres que j'ai lus chez eux, j'ai jamais été déçue. Donc Gouverneur de la Rosée, de quoi ça parle? Ça se passe à Haïti. On rencontre le personnage principal, Manuel, qui revient dans son pays après 15 années d'absence qu'il a passé à Cuba dans les plantations de canne à sucre. Manuel va retrouver sa famille, ses proches, mais il va également retrouver Anaïs, son amie d'enfance. Manuel et Anaïs s'aiment d'un amour sincère, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Le village dans lequel ils vivent est séparé en deux clans. Manuel fait partie d'un clan et Anaïs de l'autre. Le cousin d'Anaïs en particulier est contre cet amour naissant et va devenir de plus en plus dangereux pour Manuel. C'est un livre très poétique, très mélodieux. Ça se passe durant une sécheresse et on ressent tout au long de cette lecture cette sécheresse, cette pauvreté de la terre qui est décrite superbement à travers ce texte. Tout au long de notre lecture, il y a une ambiance, il y a une chaleur qui se dégage de ce livre et c'est véritablement envoûtant. Les dialogues tout particulièrement sont très poétiques, très mélodieux. Ce sont des dialogues, c'est écrit avec un style assez particulier qui peut déranger au début de la lecture, mais finalement on rentre très vite dans cette façon de parler. Donc Gouverneur de la Rosée, c'est une très belle histoire d'amour, un peu du style à la Roméo et Juliette, un amour impossible. On s'attache aux personnages de Manuel et Anaïs, on s'attache à leur histoire d'amour, on s'attache aussi à ce village, aux mœurs un peu étranges, et surtout on s'attache à ce style si particulier qui vraiment nous emporte du début jusqu'à la fin dans une espèce d'ambiance sulfureuse, poétique, et c'est vraiment une superbe lecture. Et on termine avec mon coup de cœur, Le Loup des Steppes d'Hermann Hesse aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vous préviens, c'est un ovni littéraire. Donc moi, je suis archi fan. Malheureusement, je l'ai offert à une amie qui, elle, n'a pas du tout accroché. Mais c'est vraiment très bien, je vous le conseille. Donc Le Loup des Steppes, de quoi ça parle? Le Loup des Steppes, c'est en fait le surnom que se donne Harry Haller, le personnage principal, qui est totalement désabusé. Voilà, il est déçu par sa vie, il sait plus s'il a envie de vivre ou non, et il vient se perdre dans une ville pour essayer de retrouver un peu un sens à tout ça, à son existence, ou alors pour au contraire se perdre dans ses souvenirs d'amour de jeunesse notamment. Harry Haller est en fait coupé en deux. Voilà, il y a d'un côté le loup des steppes, ce côté sauvage, ce côté qui refuse de s'approcher de la société, et de l'autre côté il y a Harry Haller, cet homme qui au contraire aimerait bien essayer de retrouver un peu goût
à sa vie et aimerait bien essayer de se mélanger à cette société qu'il ne comprend pas toujours. Un beau soir dans un bar, il va rencontrer Hermine, une jeune femme très mystérieuse qui décide de le prendre sous son aile pour lui redonner l'envie de vivre. Donc tous les deux vont se promener dans la ville, ils vont avoir de nombreuses discussions très philosophiques, très métaphysiques, très portées sur l'art et tout ça. Et Hermine va peu à peu permettre à Harry Haller de se redécouvrir. C'est un roman initiatique où le personnage d'Harry Haller va donc apprendre à aimer et à comprendre les deux facettes de sa personnalité. Le loup des steppes, qui refuse de se mélanger aux autres, et Harry Haller, qui lui est totalement très à l'aise en société, il a beaucoup d'humour, il a des idées qu'il arrive à exprimer aux autres, et il arrive à s'intégrer tout simplement. Donc c'est une écriture très belle, mais assez particulière. Voilà, on a beaucoup de dialogues ou de réflexions philosophiques tournées vers l'art, tournées vers le sens de la vie, etc. Donc ça peut facilement perturber. Les événements se suivent à la suite des autres, bien évidemment, mais il y a des moments où le lecteur peut se perdre, puisqu'on n'arrive pas à savoir si Harry Haller est en train de vivre ce qu'il vit, ou si par hasard il ne serait pas en train de rêver, puisque il y a des moments où l'art et les réflexions philosophiques prennent le pas en fait, sur le quotidien. Donc c'est un livre très beau, très étrange, qui en fait soit plaît totalement, soit malheureusement déplaît. Mais bon, moi c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Quand j'ai vu la couverture avec cet homme un peu étrange, j'étais un peu sceptique. Je me disais sur quoi je vais tomber, et finalement j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Voilà, je suis rentrée d'un coup dans l'histoire, dans ce rêve initiatique, philosophique, tout ce que vous voulez, et voilà, je n'en démords pas. Pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, j'ai adoré le lire, j'adore le relire, et surtout j'adore le faire découvrir aux autres. Voilà, cette première partie de top 5 des livres de fac est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie et pour une prochaine vidéo. Salut!